Marc, quand tu as pu me parler de ce projet de film il y a déjà quelques années, je me suis demandé, mais pourquoi Fougères? Puisque toi, tu travailles depuis ta région de Bourgogne, tu nous as baladé, fait voyager dans tes films précédents, on l'a dit, aux Açores, au Portugal, en Espagne. Mais alors Fougères, ça m'a toujours étonné et je ne sais toujours pas très bien voilà, comment tu t'es retrouvé à Fougères. Bah, en fait, un film, c'est toujours plus ou moins une rencontre avec un lieu, avec une personne. Et donc là, ce, ce travail, en fait, il trouve un peu ses origines dans une rencontre avec un photographe breton qui s'appelle Gérard Fourel et qui m'a amené en fait sur les chemins du film que j'ai tourné maintenant enfin c'était en 2011 dans le nord du Portugal. En voyant son travail, je me suis dit il faut absolument que je découvre cet endroit et ensuite bon voilà ça a occasionné un film. Et à cette occasion donc on s'est lié d'amitié avec Gérard Fourel et puis on est souvent en contact et il suit mon travail, je suis le sien. Et un jour, il me dit, donc lui est originaire de Fougères. En fait, il est originaire d'Iroudoer exactement, mais il est arrivé à l'âge de 5 ou 6 ans à Fougères. J'ai vérifié par ailleurs, Fougères, c'est grand comme Cahors, un tout petit peu plus grand que Cahors. Alors, ouais, ça, je sais pas dire, Si, non, mais c'est 20 mais 000 ouais, habitants, je n'avais voilà. pas d'idée, mais Ouais. j'avais besoin de savoir. Et un peu sur le ton de la plaisanterie, il me dit si un jour je gagne au loto, je te produis un film sur la ville de Fougères. Et donc je lui dis, sachant qu'il ne jouait jamais au loto, je lui dis écoute, on va s'affranchir de ça, du loto, et puis on va y aller. Donc l'idée c'était de faire un travail sur la mémoire, autour de la mémoire ouvrière et industrielle de la ville de Fougères. Donc lui c'était un gamin de Saint-Sulpice, donc ce quartier populaire et très ancien de Fougères. Et à l'âge de 16 ans, il est rentré comme beaucoup de gamins de Fougères dans une usine de chaussures. Puis par la suite, il est devenu photographe. Et dans les années mi-80, 90, il a commencé à photographier le monde ouvrier. Donc, c'est essentiellement un portraitiste, donc il a photographié des femmes et des hommes au travail. Et Et voilà. c'était quoi ce tissu industriel? Alors, donc à Fougères, c'était la chaussure. Hein. C'était un peu le pendant de Romans dans la Drôme. Il faut imaginer qu'il y a eu plus d'une centaine d'entreprises qui ont embauché jusqu'à 12 000 personnes. Donc la ville vivait au rythme de l'industrie de la chaussure qui était en fait scandée par des coups de sirène une fois le matin, une fois en fin de matinée, en début d'après-midi et le soir. Voilà. Et moi, je me suis engouffré là-dedans et pendant plusieurs années, on a fait un recueil de témoignages qui n'est pas vraiment encore fini d'ailleurs. L'autre Il y avait une autre industrie qui était assez connue à Fougères, c'était la cristallerie. Donc, une entreprise qui a fini, la dernière s'appelait la la cristallerie de Haute-Bretagne, pardon, et qui a fermé en 2004. Euh, Là, c'est un élément qui est important, qui a fait que moi, à un moment, je me suis focalisé sur la question de la laiterie. C'est que, en fait, toutes ces entreprises de la chaussure puis la cristallerie ont fermé et ont laissé. Alors, donc, le tissu industriel a disparu, mais le tissu social qui s'en accompagne a aussi disparu. C'est-à-dire que les gens perdant leur entreprise se sont retrouvés isolés, quoi. Et en fait, le capitalisme, je pense, dans son mouvement, crée une atomisation de la société progressive et très efficace. Et donc, tous les gens, les ouvrières et les ouvriers que j'ai rencontrés de l'industrie de la chaussure me disaient tous, nous, on est des anciens de chez Réau. Réau, c'est une entreprise qui a fait un peu parler d'elle puisque on appelait ça le petit lip, donc voilà. Euh, où je suis un ancien de JB Martin, donc il y avait ce sentiment d'appartenance à une entreprise, mais par contre, chacun chez soi. Et les gens se voient plus, les ouvrières et les ouvriers se voient plus, sauf cas très isolés. Euh, et aucune volonté des municipalités successives de maintenir ce qui restait de cette mémoire intacte et de la sauvegarder.
Pour la cristallerie, c'est pareil. Quand la cristallerie a fermé, on a rasé les bâtiments. Et ce qu'on fait généralement, c'est qu'on garde un élément symbolique. Donc là, en l'occurrence, la cheminée du four. Et en fait, cette cheminée, elle a été également abattue. Donc je dirais, tous les ouvriers de la cristallerie se sont retrouvés du jour au lendemain avec en fait un terrain vague qui aujourd'hui est devenu un parking. Donc les gens se garent sur ce parking. Et tous les ouvriers de la cristallerie me disaient, moi, ce parking, je ne le traverse jamais à pied. Parce que sur le sol, là, c'est ma sueur. Et je ne veux pas marcher sur ma sueur. Et donc, moi, je me suis confronté, pendant tout ce travail-là, à une absence de signes, en fait, liée à une histoire qui était très récente, et puis une absence totale de volonté politique de la part de la ville, de faire mémoire et d'accompagner le travail de conservation de cette mémoire. Donc pas grand-chose à filmer, uniquement des témoignages à recueillir. Et puis voilà, dernière entreprise un peu phare de la ville de Fougères, la laiterie Nazar. Et là, par contre, un miracle, il restait les bâtiments, au moins il restait les bâtiments, il restait quelques photographies qui avaient été prises par Gérard Fourel et aussi en partie par la famille Nazar. Et puis quand même des gens qui étaient encore en vie, et surtout ce jardin qui était autant présent. Donc c'était pour moi, enfin pour un cinéaste, c'est faire un travail enfin, cinématographique sur une mémoire sans image d'archives, c'est quand même assez compliqué. Et là, je me suis dit, bah, au moins j'ai ce pendant-là, c'est-à-dire qu'il y a au moins ce jardin qui va me permettre de tirer le fil de cette mémoire tout en étant dans le présent de la nature et des saisons. Alors tu dis on, puisque tu travailles depuis de longues années avec un complice qui s'appelle Xavier Arpineau. On le voit au générique de fin, image et son, Marc Wehmuller, Xavier Arpineau. Donc toi à la prise de son et Xavier à l'image. Mais avant de parler de ça, ce travail de collecte, de témoignage, ça a démarré quand et concrètement comment ça, vous étiez là tous les deux, vous avez enregistré, filmé. Qu'est-ce que c'est ce travail de collecte? Alors je ne sais même pas dire quand on a commencé ça, mais je dirais peut-être en 2016-2017. Et ce travail de collecte, eh ben, c'est juste donner la parole à des gens qui se souviennent pour essayer de comprendre quel était leur travail et quel impact ça a eu sur leur vie. Avec, pour moi, il y avait cette question quoi, qui est, à mon avis, rivée au monde ouvrier, qui est à la fois, il y a de la fierté, et en même temps, il y a de la souffrance. Il y a une conscience collective et en même temps un éparpillement, ce que je disais, une espèce de morcellement du tissu. Et c'est cette question-là qu'on a essayé de mettre en boîte en rencontrant toutes ces personnes. Quoi. En quoi leur vie a constitué leur identité et en quoi ils ont essayé de se défaire de cette identité pour la plupart. C'est-à-dire que c'est aussi des témoignages bien au-delà de la laiterie, c'est ça? Alors c'est essentiellement des témoignages dans le monde ouvrier de la chaussure, puisque c'était... Voilà. Et puis on a glissé progressivement vers d'autres activités. Il y a aussi ce qu'on appelle les picaou là-bas, c'est les tailleurs de granit. Donc on a aussi un peu abordé cette... voilà, avec l'idée de faire peut-être un jour, mais bon, pour l'instant, faute de moyens, je ne vois pas comment ça serait bien possible, de produire un jour un film documentaire qui raconte cette mémoire ouvrière. Pour le moment, en tout cas, ce qui était important pour nous, c'était de sauvegarder cette mémoire-là et de la restituer à travers donc, une chaîne YouTube et puis bon, à travers un site. Alors pour l'instant, ça reste en petit... Enfin, je ne pense pas que ça soit qu'il y ait des milliers de vues, hein, mais au moins ça existe et ça peut redonner un peu d'existence à cette mémoire qui était complètement placée sous le tapis dans la population de Fougères. Alors ensuite, le travail de ce film. Alors, encore une fois, pour ceux qui te connaissent, ils connaissent ce que j'appellerais ta petite musique à toi, qui est quand même assez singulière, notamment dans un rapport
entre image et son qui est assez particulier, entre image et parole, où on retrouve le... Alors d'ailleurs ici, je trouve avec finalement un peu d'évolution, puisque dans des films précédents, il me semble que des films où la parole est toujours dissociée du personnage à l'image, c'est ce que tu pratiques ici, mais il y a aussi des entretiens en son in, enfin bon, on est de manière plus classique dans une situation d'entretien. Travail au long cours, on le sent, et on le sent à travers la narration, des saisons. Alors, est-ce que tu peux nous dire, voilà, comment vous travaillez avec Xavier, et donc je dirais cette relation que je qualifierais quand même d'assez singulière que tu instaures avec les personnages du film, que tu filmes beaucoup. Alors elle, la maîtresse de maison, en quelque sorte, que là tu filmes dans son quotidien, et que tu fais, et dont tu recueilles par ailleurs la parole. Alors comment ça se passe, tout ça? En fait, ça se passe très simplement. Y a pas de... Moi, je fais du cinéma documentaire parce que je veux pas savoir. Je veux pas savoir ce qui va se passer. Donc c'est à l'opposé de la fiction où il faut absolument savoir ce qu'on va filmer. Moi, j'aime bien le cinéma documentaire parce que je veux rester surpris, quoi, en permanence. Et donc, pour pouvoir se payer ce luxe-là, il faut pouvoir aussi se payer un autre luxe qui est de passer beaucoup de temps dans les endroits. Donc très concrètement, en fait, on a passé, en fonction de notre disponibilité, parce que l'économie de ce film est dérisoire, donc quand on avait un peu de temps, et à intervalles réguliers et au gré des saisons, évidemment, puisque c'était le projet, c'était de quand même suivre l'évolution de ce jardin-là, on retournait à Fougères. On a été très vite en fait accueillis par ce groupe et puis logé chez Hélène Nazar. Donc petit à petit, on s'est retrouvé chez nous. Chez nous, ça veut dire qu'on filme avant le petit déjeuner, qu'on peut filmer après que tout le monde soit couché. Et on a été dans le temps du jardin à filmer ce qu'il y avait à filmer, en fait, sans... Il n'y avait rien de vraiment programmé parce que ces jardiniers-là ne sont pas des jardiniers productivistes. Et en plus, ils ne sont pas hiérarchisés. Donc c'est un peu le matin, les gens arrivent et puis chacun il va un peu de sa petite idée. Il y en a un qui décide de planter une ligne d'haricots et l'autre. Bon voilà. Enfin, et nous on a suivi ce savant désordre qui était quand même finalement relativement organisé puisque ça produit. Euh, et voilà. Et au gré des gens qu'on accompagnait, et ben on allait chercher de la parole. Et le film s'est fait comme ça, par croisements successifs des récits, avec toujours la problématique de savoir qui va être la personne la mieux placée pour parler de telle chose. Euh, on essayait aussi de ne pas mettre trop, enfin de pas exposer de manière démesurée certaines personnes. Euh, Respecter aussi la confiance qu'on nous avait accordée. Et voilà, et puis c'est énormément de temps, quoi. Et exposer démesurément certaines personnes, qu'est-ce que tu entends Eh par ben, là? par exemple, Hélène Nazar, évidemment, elle avait un récit assez structuré, puisque ça a été une des dernières, enfin, avec son frère, la dernière dirigeante de la laiterie. Euh, et j'ai vite senti que c'était pas à elle de dénoncer, enfin en tout cas entièrement, le faisceau d'intérêt qui avait conduit à la disparition de l'entreprise. Et je suis allé chercher, sachant ce qu'elle m'avait raconté, je suis allé chercher d'autres paroles, d'autres façons de dire, de raconter, euh, pour que ce récit et cette dénonciation, quelque part, soit pas uniquement issue de sa parole, mais de la parole de tout un chacun, parce qu'en fait, tout le monde savait très bien ce qui s'était passé, mais les gens ont la parole plus ou moins facile. Voilà. Enfin, ce qui est fort, c'est effectivement de s'être concentré sur ce jardin
qui fait partie de cette histoire, et il nous l'explique bien, mais dont on ne sort jamais, ou quasi jamais, par le biais de quelques photos. On a quelques lieux extérieurs, mais sinon ça c'est aussi un parti pris qui était pas simple à tenir. Enfin, je ne sais pas, ça me paraît, parce que pour le dire plus concrètement, sur 1 heure et demie de film, je sais pas, tu filmes essentiellement le jardin sous toutes ses coutures, et que c'est presque une gageure, et que ça en devient effectivement un long poème, et que moi, le voyant pour la première fois en grand écran, presque expérimental à sa façon. Alors, les choses n'étaient pas si radicales en fait au début, pendant le tournage. Notre préoccupation, c'était d'abord d'aller à la rencontre des gens, et là où ils se trouvaient, et puis comprendre surtout, comprendre le contexte. Donc on a été amené par exemple à filmer des producteurs laitiers qui sont en activité. Aujourd'hui, ils vendent leur lait à Lactalis, mais jadis, ils vendaient leur lait chez Nazar. Donc on a filmé à plusieurs reprises une exploitation laitière. On a filmé un ancien chauffeur laitier qui nous racontait ses tournées et le lien que les chauffeurs faisaient entre la laiterie et les producteurs. Et au montage, quand j'ai essayé, même le photographe qu'on voit, qui est Gérard Fourel, voilà, je l'avais filmé dans sa rue natale, qui est juste à côté de la laiterie, donc c'était pas un grand écart par rapport à la laiterie. Et au montage, quand j'ai essayé d'installer ça, j'ai senti que c'était pas juste. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui faisait que si on s'éloignait, alors il allait falloir s'éloigner beaucoup plus loin. Et, et donc, le récit peut-être aurait moins tenu. Et puis surtout, faire confiance c'était le pari qu'on s'était fixé, c'est-à-dire faire confiance à la magie de ce qui peut se passer dans un jardin quand on prend le temps de l'observer sur toute une année, en fait, sur plusieurs années, parce que là on triche un peu, mais c'est plusieurs années de tournage. Et sachant peut le comprendre assez vite, mais enfin on a la pièce à conviction vers la fin du film qui a un carnet du jardin. Donc, mais c'est aussi ce que je trouve étonnant dans le film, puisqu'on est dans la parole sur cette histoire sociale et humaine, et à travers le jardin, à travers le carnet, il y a effectivement l'évocation des saisons et de ce travail du jardin, de la nature. Mais finalement, il y a presque un discours en creux, comme ça, à travers toute cette histoire, sur, comme il est dit un petit peu à la fin, quoi. C'est-à-dire à quel point on a un besoin de ce rapport au vivant, sans que ce soit voilà, c'est formulé, des petits moments. Bon, il y a le carnet, encore une fois, mais ça si, je trouve que c'est étonnant. Alors, ouais, moi je dirais surtout parce que moi ça a été une leçon en fait de vie, hein, de fréquenter ces gens-là, et j'ai été pris ça m'a accompagné. Le film, je l'ai monté tout seul, mais pas 1 minute, je me suis senti seul. Voilà. Je savais qu'il y avait toute cette petite communauté qui était derrière. Je crois que ce qui est important, en fait, c'est que ce que j'ai compris de cette aventure humaine, c'est que ça nous rappelle qu'on a besoin les uns des autres. Or, aujourd'hui, on vit dans un monde où tout est fait pour nous persuader que le problème, c'est l'autre. Non, l'autre, ça peut être qu'une chance. Ou alors, on arrête tout de suite. Si l'autre est un problème, on arrête tout de suite. Donc, cette aventure, elle raconte... Ça, c'est l'héritage de l'esprit Nazar. C'est que, au moins dans le travail, il y avait une place pour chaque personne. Quel que soit son niveau de compétence, quel que soit son tempérament, quel que soit le taux d'alcool qu'il pouvait avoir dans le sang. Parce que, bon, voilà, moi, j'ai plein d'anecdotes comme ça qui ne sont pas forcément dans le film. Mais quand un ouvrier arrivait le lundi matin après un week-end un peu trop chargé,
ses collègues lui disaient tu vas finir ta sieste là dans un coin de l'atelier et nous on va faire ton boulot. Voilà. Il y avait cet esprit de solidarité qui bon et le contact on va dire hebdomadaire avec le jardin, c'est un rappel permanent que dans la nature il y a pas de pommes qui se ressemblent et qu'il n'y a pas 2 années qui se ressemblent. Il y a une année où on va faire une super récolte de patates, puis l'année d'après, c'est les pieds dans l'eau, et puis tout est pourri. Et donc, ça rappelle il y a cette humilité devant la nature, où non, c'est pas vrai, on n'est pas tout puissant. Et voilà, et puis ce jardin est très grand, et on n'y arrive que ensemble. Même si un peu de façon désordonnée, sans chef, sans trop de planification, ça reste un jardin de loisirs. Il n'y a pas de, sauf Olivier, le gardien de phare, qui aujourd'hui commercialise un peu ses plans. Ça lui permet de retrouver un semblant d'économie dans sa vie. Les autres font ça. La plupart ont eux-mêmes un jardin potager chez eux. Et donc, ils ne mangent même pas, sauf quand ils se retrouvent autour de la table ensemble. Donc voilà, pour répondre à ta question, c'est l'enseignement, il est double, il est humain, il est naturel. Ouais, ouais, donc la fable écologique, elle est là. Alors, je pense que voilà, vous avez des questions à poser. Alors, allons-y. Bonjour, merci pour ce film. Alors moi, j'ai extrêmement aimé l'entrée en matière qui se fait en iranien. Parce que dans ce jardin, on est déjà ailleurs. À cause de ce personnage, je suis un peu émue parce que j'ai jardiné moi-même avec des gens. J'ai aidé des gens sans papier. Et ce personnage extrêmement silencieux et en même temps très poétique m'a extrêmement touchée. En fait, ce personnage qu'on voit passer, qui, en fait, lui, on ne le voit pas jardiner. Il met simplement des... peut-être qu'il jardine, mais voilà. Et puis, juste une question. Après cette famille qui est quand même particulière dans l'industrie, puisque elle a quand même, je pense, de façon, comme on dit, paternaliste, entre guillemets, protéger ses ouvriers, à essayer de faire quelque chose. Qu'est-ce que va devenir cet endroit une fois que la famille aura disparu? Voilà, c'est ma question. Alors juste un petit mot sur Davoud parce que voilà. Donc Davoud, cet Iranien, quand on a commencé le film, il était en situation irrégulière. Hein. Et donc ça a été compliqué parce que la question c'était de savoir est-ce qu'on le filme, est-ce qu'on le filme pas. Et lui il me disait film, télévision, après militaire iranien, me coupe le cou. Bon voilà. Et donc il avait peur. Et c'est quelqu'un qui a été très traumatisé de par ce qu'il a vécu en Iran. Et puis je vous raconte pas le voyage, voilà. Et qui a, voilà, psychologiquement, qui est très fragile. Bon, on en a parlé avec un peu tout le monde et on s'est dit, moi je travaille dans le temps et je sais qu'avec le temps, bah, il y a des choses qui apparaissent, qui disparaissent, il y a des personnages qui peuvent disparaître. On a dit, on continue à filmer le jardin avec tous les gens qui s'y trouvent, sans distinguo de papier. Moi, ça ne m'intéresse pas de savoir s'il y a des papiers ou pas. Et en fait, très sincèrement, je n'ai demandé leurs papiers à personne. Donc voilà. Donc, et puis finalement, donc, comme le film l'annonce à la fin, il a réussi à obtenir un permis de séjour pour 10 ans, ce qui a quand même facilité les choses. Néanmoins, Davoud ne parle pas bien français. Et j'ai voulu lui faire lire des textes en iranien. Il avait peur, en fait. Il avait simplement peur qu'on enregistre sa voix, que ça parte sur Internet. Il y avait un certain sentiment de paranoïa qui faisait que... voilà. Et donc, je me suis dit, je dois le faire exister. Je voulais pas... Parce que là, dans le jardin, il avait été surnommé chef brouette. C'est pour ça, à juste titre, on ne le voit pas beaucoup jardiner, mais par contre, il fait des kilomètres et des kilomètres avec des brouettes chargées de... Voilà. Mais je voulais pas que son histoire se résume à un chef brouette. Enfin, par rapport à ce qu'il était et toute son histoire, voilà. Donc, je suis allé chercher dans la langue de son pays la poésie d'une jeune femme qui est décédée à l'âge de 35 ans
et qui, bon voilà, c'est une poésie magnifique, Forough Farrokhzad, voilà. Les éditions Arfouiennes, vous pourrez chercher, voilà. Le recueil s'appelle Saison froide, et ça croise plein de choses, mais ça croise aussi la question du jardin, dans toutes ses dimensions. Donc voilà, ça c'était pour parler un petit peu de Davoud. Alors ensuite, la question que vous me posez, je vais vous dire, ça ne me regarde pas. Moi, j'ai passé un contrat un peu tacite avec en fait les gens qui évoluent dans ce. Ma présence se limitait et le film, enfin, ma présence se limite à la durée du tournage et à la durée dont le film rend compte. Derrière, c'est évidemment très compliqué. Il y a des biens immobiliers, il y a des pressions d'une commune, il y a des positionnements des membres, c'est-à-dire des héritiers, qui sont très différents, des attachements à l'histoire familiale qui sont très différents selon les enfants. Ce que je peux vous dire, c'est que, en fait, comme elle le dit, Hélène Nazar, qui vit sur le lieu, elle, de son vivant, elle ne souhaite pas que les terrains soient vendus à n'importe quel prix, parce que très vraisemblablement, ça va être des projets immobiliers qui ne correspondent pas à l'esprit de la famille Nazar. Maintenant, peut-être ça pourrait être une maison de retraite, génial, avec une ouverture sur le jardin. La mairie lorgne ce terrain depuis des années, donc qui va l'emporter ? Bon, ça peut faire l'objet d'un autre film, je ne sais pas si ce serait très intéressant, parce que malheureusement, là, après, on revient sur le plancher des vaches avec des enjeux qui sont en fait des enjeux purement financiers. Et il y a deux logiques qui s'affrontent, une logique économique contre une logique éthique et morale. Qui va l'emporter, je ne sais pas. Donc désolé, je ne peux pas répondre à votre question. Oui, bonjour. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques précisions sur les raisons qui ont fait que la laiterie a fermé, puisqu'elle n'était pas déficitaire ? Est-ce que, entre autres, c'est parce que Lactalis a fait pression sur les éleveurs pour qu'ils quittent Nazar ? Est-ce que c'est une des raisons ? Vous pourriez nous en dire en quelques mots ? Merci. Alors, en fait, c'est très simple. Toute entreprise a besoin de trésorerie pour fonctionner. Et l'industrie laitière ne déroge pas à la règle. C'est-à-dire qu'en gros, une laiterie, une fromagerie, va acheter du lait, et puis il va lui falloir le temps de transformer ce lait. Et ça prend un certain temps. Mais la laiterie doit payer la juste rémunération aux producteurs laitiers. Il y a des règles, c'est à l'époque, je crois que c'était le 10 et le 21 de chaque mois. On faisait ce qu'on appelait la paye de lait. Mais c'est de l'argent qu'il fallait décaisser, alors qu'on n'avait pas encore... Voilà. Donc, traditionnellement, les banques faisaient une avance de trésorerie. Alors, la laiterie Nazar, c'était 1 mois. Mais il y a plein de laiteries, c'était 3 mois d'avance de trésorerie. Ils avaient réussi à obtenir ça des banques. Donc, la banque faisait une avance de trésorerie. Et puis, au cours du mois, la laiterie remboursait. Et puis, le mois d'après, rebelote. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les banques, du jour au lendemain, ont cessé de faire l'avance de trésorerie. Donc, la laiterie, comme c'était, on va dire, les bons mois, c'est-à-dire les mois où on rentre beaucoup de lait, et donc ils s'en sont sortis quelques mois sur les mois de printemps. Et puis en hiver, où on commence à... en fait, ils n'ont pas pu tenir, c'est-à-dire continuer à faire cette avance de trésorerie. Mais en termes de résultats, de compte de résultats, ils ont déposé le bilan avec un bénéfice de 800 000 euros. Voilà. Donc comment est-ce qu'on peut mettre à pied une entreprise qui dégage un tel bénéfice ? Ça semble insensé, mais c'est comme ça. Voilà. Donc après, peut-être que le film n'est pas clair là-dessus, mais Lactalis n'a pas commandité directement. En fait, c'est un faisceau d'intérêts qui ont mis sur le carreau les 500 producteurs laitiers de la laiterie Nazar. Ils ont essayé, comme le raconte le film, de se constituer en coopérative, mais on ne peut pas produire, distribuer. Même en tant que cinéaste, c'est impossible de faire ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après les pauvres 500 producteurs,
là de ne pas réussir à vendre leur lait, sont allés taper chez Lactalis en disant est-ce que vous nous reprenez? Et Lactalis a dit oui, mais à nos conditions. Voilà, c'est tout. À qui profite le crime? Bonjour et merci pour ce beau film qui est nostalgique, qui prouve qu'on peut avoir des bons patrons. Des fois, ça fait plaisir de voir qu'un chef d'entreprise peut partager le plaisir de travailler avec ses ouvriers. Et moi, je me demandais, le journal, est-ce que ça a été fait pour le film ou est-ce qu'elle tient vraiment son journal, cette dame là? Alors, Hélène Nazar n'est pas quelqu'un qu'on dirige facilement. Oui. Voilà. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle écrivait un journal un peu plus épisodique, assez centré sur les ruches, et puis ce qui se passait autour des ruches. Mais il y avait un peu des trous, et donc, pendant le film, je lui ai demandé d'être plus assidu. Voilà. Et en fait, son journal, elle le tenait un peu, mais je ne sais pas si c'est très intéressant, mais elle le tenait un peu en vrac sur des cahiers dont elle changeait, et puis des feuilles volantes. Et c'est compliqué à filmer, ce genre de choses, c'est pas forcément beau. Donc à un moment, je lui dis, tu vas te concentrer, et ça va pas durer très longtemps, juste le temps du film, et tu vas t'appliquer. Voilà. D'accord. Et quand on est dans un trou, il faut lever la tête, c'est elle ou c'est vous? Ah non, non, alors par contre, moi, je suis documentariste, donc je n'écris pas ce que... voilà, ça c'est pour la fiction. Non, non, ces paroles-là sont des paroles parfaitement spontanées. C'est une jolie phrase. Et qui oui, correspondait voilà, bien à sa situation. Ben, merci beaucoup, parce que moi j'avais envie de pleurer quand j'ai regardé votre film. Et c'est un film très émouvant. Et merci. Par rapport aux mots que vous avez employés, est-ce que tu te reconnais dans l'idée de nostalgie et du coup, je voulais te poser cette question aussi de ces scènes qui néanmoins relèvent un peu de procédés de fiction, où tu mets en scène la vie de la laiterie. Ça, je ne l'avais jamais vu dans ton cinéma. Et c'était quand même là un procédé assez, assez explicite, toujours sur le même rythme, mais plus tant dans la suggestion, hein, vraiment. Alors cette idée de nostalgie qui finalement me renvoie aussi à ces séquences. C'est pas facile hein, comme question, mais non, en fait, est-ce que c'est de la nostalgie ou est-ce que c'est un besoin de mémoire? En fait, je ne sais pas vraiment trancher là-dessus. Mon chemin, c'est celui d'essayer de révéler des mémoires qui sont encore enfouies dans les individus et d'essayer de leur donner une dimension collective. Alors évidemment, dès qu'on parle du passé, on est un peu dans la nostalgie. Voilà. Mais est-ce que ça veut dire que je regrette le temps passé? Je pense que de toute façon, le cinéma, par essence, est nostalgique. Parce que pourquoi est-ce qu'on filme? Pour éviter que quelque chose qui a eu lieu soit oublié. Donc, par essence, je pense que le cinéma est nostalgique. En tout cas, je ne vois pas qu'il soit futuriste. Après, il peut nous permettre d'aborder le futur, mais avec le regard de ce qu'on a vécu par le passé. Donc, bon. Donc j'essaye de répondre en partie à cette question de la nostalgie. Après, oui, il y a des gens qui s'agitent là, et assez rapidement, avec Xavier, on a eu l'idée de cette idée un peu des spectres. Parce qu'on sentait bien qu'en filmant des ouvriers de la laiterie en train de jardiner, il y avait une dimension qui nous échappait. Et surtout, on voyait un peu partout des bottes blanches, des tenues blanches, des charlottes qui étaient posées. Et on se disait, mais qui va aujourd'hui? Plus personne ne les enfile, alors qu'elles nous tendaient les bras. Et on s'en est emparé, tout simplement. Et puis, le cinéma est quelque chose de très sérieux, parfois un peu douloureux. Et donc, sur ce tournage-là, on s'est dit que c'était une bonne occasion pour s'amuser un peu. Et toutes ces séquences-là, on en a tourné beaucoup plus. On a vraiment beaucoup ri, y compris la partie de tennis. Voilà, moi, ça faisait 20 ans que je n'avais pas touché une raquette de tennis. Donc, et on a fait ça voilà, à la fois c'était évidemment au service du film, mais aussi pour un peu lâcher de cette pression parce qu'il faut imaginer que sur ces 4 années et demie de tournage, il y a 2 années de Covid au milieu. Bon, ça, c'était génial pour nous, parce que autour de moi, tout s'est arrêté. Après, il y a 2 types de cinéastes. Les cinéastes qui ont accepté de filmer des visages masqués, et des cinéastes comme moi qui s'y sont refusés. Moi, j'ai refusé de faire ça.
parce que je voulais pas filmer une demi-humanité. Et juste les yeux, moi, ça me suffit pas. La communication non verbale, elle est entière. Et donc, par bonheur, le jardin, c'était un espace privé. Et donc, on a pu faire notre vie. Il y avait des gens qui étaient plus ou moins timorés et qui portaient le masque par moment, mais voilà. Donc, le film, il traverse aussi ces 2 années de Covid, y compris certaines personnes dans le film ont failli y rester quand même pendant le Covid. Donc, je ne vais pas donner de nom, mais voilà, ça. Donc, il y avait un peu tout ce poids-là, et on tient ce film, et il faut continuer à avancer. Et bon, à un moment, on se dit, on va se marrer, quoi. Voilà, très simplement. Oui, et puis là, je me donne la parole, mais oui, parce que je dirais dans le documentaire, beaucoup de documentaristes n'aiment pas ce qu'on appelle l'illustratif. Voilà. Monsieur. Bonjour, merci beaucoup. J'ai trouvé le film vraiment très riche. Et j'ai une petite question sur le choix des images. En lisant la présentation, en vous entendant présenter le film, et puis en voyant comment ça se déroulait, je m'attendais à voir des scènes où on voyait plus les moments de convivialité, à table, de discussion. Vous parliez de gens qui venaient là plus pour discuter que pour travailler. À un moment donné, la patronne sonne la cloche pour rappeler tout le monde à table. Et il n'y a que vers la fin, on voit de très haut, on voit un repas annuel qui se passe. Et je voulais savoir si c'était, comment ce choix de ne pas le montrer s'était fait. Alors, en fait, on a un peu tout filmé. Et après la cloche, effectivement, les convives se retrouvaient autour d'une table. Et nous, on faisait partie de ces convives-là. Et en fait, c'est très difficile de filmer un repas. Voilà. Parce que c'est des gens qui mâchent et c'est pas forcément très intéressant. Donc le seul moyen qu'on ait trouvé, c'est de filmer de ça de loin. Et puis je pense qu'on ne peut pas tout montrer. Et qu'il y a des moments où il faut plus qu'on soit dans l'évocation. Ça rejoint un peu, parce que voilà, est-ce qu'on illustre ou pas? Alors moi, en fait, quand on me dit les cinéastes documentaristes, je pars en courant parce que je me sens pas forcément. Je fais du cinéma documentaire dans le sens où je travaille pas avec des comédiens, mais je fais vraiment pas beaucoup de différence entre la fiction et le documentaire. Il y a une écriture cinématographique et c'est la seule qui m'intéresse. Après, moi, on m'a dit, une fois, on m'a fait une réflexion, on m'a dit, ah, pas de piano dans le cinéma documentaire. Ça, c'est interdit dans la musique, voilà. Et quelqu'un de très connu qui m'a dit ça. Bon, ok, du coup, c'est très dogmatique et je pense pas que ce soit très intéressant. La question, c'est la question du langage. Et est-ce que le langage est juste par rapport au film? Est-ce qu'il est juste par rapport au cinéaste? Est-ce que c'est un langage unique ou est-ce qu'on est dans la copie ou dans la reproduction? Donc les repas et les temps d'échange, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que j'en ai filmé. C'est encore un autre film. C'est-à-dire que à ce moment-là, on n'est plus dans le récit, puisque là, ça reste un film de récit, ou un récit essentiellement en voix off, même s'il y a quelques intrusions en voix in. Et donc, les échanges nous amenaient sur d'autres pistes, parce que les gens, quand ils échangent entre eux, ils n'échangent pas forcément sur la question de l'histoire de la laiterie, mais sur la ligne d'haricots verts. Et voilà, donc c'est des petits mots. Et voilà, moi, j'ai pas souhaité consacrer du temps à ça. Je pense que ça sent que ces gens sont ensemble. Mais je comprends la remarque. Oui, bonjour et merci pour ce film. J'ai apprécié le côté très poétique et notamment la contemplation entre les images, les gouttes d'eau dans les toiles d'araignée, les arrêts sur des images, etc. Donc pour cette lumière et cette poésie autour. Et puis en même temps, le côté industriel me laisse un peu interrogatif sur la vie. Je ne sais pas si vous avez eu des témoignages de gens qui y travaillaient. Parce que là, il y a beaucoup de bons souvenirs qui sûrement se sont arrangés avec le temps et avec le fait qu'elle soit fermée. Mais est-ce que la vie qui est passée, alors j'avais quelques chiffres, 15 000 litres à 300 000 litres en 40 ans, enfin, un truc comme ça,
ça devait être quand même une vie ouvrière un peu difficile. Est-ce que vous avez eu des témoignages aussi de la rudesse du travail dans la laiterie? Oui, tout à fait. En fait, c'est un milieu bruyant, chaud, humide. Donc, c'est vraiment... Et puis, physique, évidemment. C'est pas... Mais c'est toujours pareil. Moi, quand je vais interroger un ancien ouvrier de la laiterie Nazar, je le laisse parler. Et il me raconte ce qu'il a à me raconter. Et le fait est que les gens, c'était pas de ça dont ils voulaient nous parler. Oui, ils se levaient, les chauffeurs laitiers se levaient à 3 heures du matin, ça picolait pas mal. On a plein d'histoires comme ça, notamment les chauffeurs parce qu'en fait, la paye de lait, elle était donnée, donc comme c'est dit dans le film, elle était donnée en espèces au producteur, c'est ça, au producteur par le chauffeur laitier. Ah ben René, tu nous amènes la paye de lait. Oh ben tu vas boire un coup. Et puis ils rentraient, ils étaient complètement torchés, quoi. Donc il y avait ce truc-là qui pouvait être un peu rugueux à gérer dans les relations de travail. Mais même ça se voit sur les photos. Je pense que c'était une entreprise. En fait, les gens qui n'étaient pas bien dans cette entreprise, ils partaient très vite. Il y a des gens qui sont partis parce que Monsieur Nazar leur faisait peur. J'en ai rencontré. La plupart, ils rentraient à l'âge de 18-19 ans et ils finissaient leur carrière là. Donc ça, c'est quand même un signe généralement. Mais voilà, la souffrance au travail, elle était, je pense qu'elle était très uniformément partagée. Et du coup, plus facilement endurable. Je crois que ce qui pose problème dans la souffrance au travail, c'est quand on se dit « moi je souffre » et puis il y en a qui se régalent. Donc là, ça pose problème. J'ai pas senti ça. Voilà. Merci beaucoup pour ce film, parce que moi, ça m'a rappelé la laiterie qu'il y avait dans ma ville. Moi, j'ai grandi à Derval, il y avait une grosse laiterie, on était 3000 habitants, mais il y avait genre 80 salariés, c'était le plus gros employeur de la ville. Il y avait 200 000 par an litres. Et elle a fermé en 2009. Et moi, j'étais petit, donc j'ai pas tout compris. Mais je me souviens très bien des manifestations. C'est le plus gros truc que j'ai vu en manif dans ma ville. Notamment un slogan que j'ai envie de partager parce que sur une banderole, il y avait écrit Elle les vire. Et je trouvais que c'était vachement bien trouvé. Et je me suis posé la question en voyant votre film, parce que ça m'a fait beaucoup penser à ça. J'ai envie de m'y réintéresser à cette laiterie. Niveau réponse sociale, est-ce qu'il y a eu j'ai pas trop compris s'il y avait eu des manifs ou une réponse sociale face à ça. Donc en gros, c'est la fermeture de la laiterie Nazar, c'est 93 emplois, je crois. Puisque c'était quand même, à un moment, ils ont été plus nombreux que ça. Mais voilà, il y a eu peut-être un petit déclin, ou en tout cas, la modernisation a fait qu'il y avait moins de monde à la fin. Tous ces gens se sont retrouvés sur le carreau, et tous ont été recasés. Il y a eu peut-être quelques départs en retraite anticipée. Tout le monde a été recasé. C'est-à-dire qu'en fait, les cadres sont restés plus qu'après la liquidation pour reclasser en fait les ouvriers de la laiterie. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Au niveau de la mobilisation, oui, il y a eu essentiellement 2 grosses manifestations. Une manifestation donc des salariés Nazar. Alors il y a une anecdote qui est intéressante là-dedans. Donc quand je dis salariés, c'est la direction, les salariés, les chauffeurs, voilà. Et quelques employés des banques, mais des employés qui avaient compris que le vent tournait et que en fait cette entreprise n'a pas été coulée par les banques locales, mais par un sbire qu'on a envoyé de Paris, comme on fait toujours d'ailleurs. Voilà, Jean Nazar le raconte, ils ont envoyé quelqu'un, il a dit là, j'ai senti que ça sentait très très mauvais quand on envoie quelqu'un. Voilà. Et ça, je tiens. C'est pour ça que j'ai pas souhaité nommer les banques, parce que le système bancaire reste le système bancaire. Il y a des agences, il y a voilà. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était de dire, il y a un faisceau d'intérêt entre les banques. La FNSEA, très clairement, qui était derrière, qui, à cette époque-là, favorisait la concentration en coopérative. Voilà. Et Lactalis, qui a juste récupéré voilà. Mais donc, il y a eu cette mobilisation avec voilà, des œufs
balancés contre les vitrines des banques, du lait renversé, des pneus brûlés, et puis tout le monde est rentré chez soi. Et puis ensuite, il y a eu une manifestation des producteurs, des 500 producteurs laitiers et de leurs familles. Le maire de la ville était là, de toute façon, c'était trop tard, quoi, quelque part. Enfin, c'était avant qu'il fallait se réveiller. Voilà. Il y a eu, alors c'est un peu sur le dessous, mais il y a certains industriels qui ont proposé d'aider la laiterie, enfin des concurrents, hein, voilà. Mais ça n'a pas suffi non plus. Et voilà. Je vous remercie pour ce film magnifique, d'émotion, de beauté, etc. Et moi, ça me renvoie à Rio Oro. Et c'est un peu la même façon de procéder, c'est-à-dire que pendant que les gens agissent, on entend la parole. Et je trouve ça très, très intéressant et très beau. Et ensuite, sur ce que vous avez raconté sur la Juste fin... pour dire à Marc, parce que Rio Oro, c'est un film colombien. Tu le connais? Et donc, ce que vous avez raconté là sur la fin, je peux attester que c'est très clair, on comprend très bien comment ça se passe, d'autant plus que moi, j'ai été témoin de la chose. Ce n'était pas à cause de la concurrence, mais c'est à cause de la politique. Une entreprise qui faisait de l'autogestion dans une région tout à fait de négociants en laine, pas du tout bienvenue. Donc la banque a fait la même chose, c'est-à-dire du jour au lendemain, arrêter de payer, alors qu'elle avait promis une trésorerie rien n'était signé. Donc. En fait, je dirais que toutes ces petites entreprises ont disparu sensiblement au même moment. Et le mouvement du monde capitaliste produit les mêmes effets à peu près partout, hein, voilà, et dans tous les secteurs d'activité. Ce qui est, moi, ce que je continue à trouver, enfin, il y a une certaine dose d'optimisme, j'espère, dans le film, c'est que les gens sont restés en lien et que cette force-là, cette humanité profonde qui est en nous, quand on sait à un moment y prêter un peu attention, alors on n'est pas tout seul, quoi. Et il y a le flux économique. Là, il est parti ailleurs, je sais pas où ces gens ont mis leur argent maintenant. Mais ce qui est beau, c'est que ces gens, le lien, il n'est pas rompu. Et c'est très simple. Mais quand on passe une vie de travail dans une entreprise, il y a des amitiés qui se créent, il y a des relations. Et que, c'est ce que dit Hélène Nazar au début du film, on ne peut pas faire table rase de ça. Et moi, j'y vois dans leur volonté de se retrouver tous les mercredis. Il y a quelque chose que le film ne montre pas, mais il y a un groupe, c'est plutôt des femmes qui travaillaient donc dans la partie administrative, se retrouvent tous les mercredis à l'entrée de la forêt pour aller marcher ensemble. Et moi, j'y vois un acte de résistance, en fait. C'est-à-dire qu'on leur a enlevé leur entreprise, mais ils sont toujours là. Bon. Et dans ce jardin, il n'y a jamais d'enfants? Alors, on en voit passer quand même en vélo. Alors évidemment, c'est une population qui est un peu vieillissante, mais ce qui se passe, en fait, c'est qu'autour de ce noyau dur d'anciens ouvriers-ouvrières de la laiterie, aujourd'hui, cette laiterie, c'est devenu un jardin-refuge. Et donc, par exemple, Davoud, évidemment, il n'a rien à voir avec... c'est juste qu'on lui a dit, mais il y a de la place pour tout le monde. Et c'est cette idée-là. Donc, nous, on a vu des gamins qui sont des petits-enfants d'ouvriers. Voilà. Et après, je ne suis pas non plus tous les mercredis dans ce jardin. Je vois qu'il y a une main qui se lève là-haut, donc on prendra cette dernière question. Merci pour votre film qui est très très beau. Et j'avais vu à Gênes-Doux La promesse de Franco. Et ça m'a complètement fait écho. Je ne connais pas vos autres films, donc je ne peux pas en parler. Et je trouve que j'ai retrouvé ce dont je me souviens de La promesse de Franco. C'est ces films qui en disent pas trop, qui ne sont pas démonstratifs. Et justement, et ces silences qui créent cette densité que vous transmettez à travers vos images, ça nous laisse complètement reconstruire l'histoire et y donner une force.
Je peux juste vous dire merci parce que vous décrivez exactement comment dire, un peu le chemin que je me fixe quand je fais un film, c'est accorder toute la place au spectateur. Voilà. Pas le prendre par la main pour tout lui expliquer. Et voilà, c'est juste faire un peu confiance à l'intelligence et à la sensibilité des gens. Et surtout, comme dans la littérature, comme dans la peinture, le tableau, le livre, le film est autant fait par celui qui le produit que par celui qui le reçoit, évidemment. Donc, moi, je ne vous cache pas qu'il y a certains films, je ne peux pas les voir parce que j'ai pas. En fait, je suis dans l'asphyxie permanente. Je me dis, mais où est ma place, en fait C'est-à-dire que ça va trop vite, il y a trop de mouvements, il y a trop d'actions, il y a trop d'événements. Mon cerveau, peut-être que j'ai un cerveau trop petit pour recevoir tout ça. Donc, il y a la question d'aménager du temps, de l'espace au spectateur pour qu'il puisse recevoir l'histoire et que ça fasse écho à des choses qui sont en lui. Voilà. Bon. Donc, merci, parce que c'est ce que j'essaye de maintenir dans mon cinéma, quoi. Un peu de place pour... Pour finir, peut-être, Marc, est-ce que tu peux nous dire 2 mots de cette association que tu as nommée le Tempestaire? Ce sera un petit clin d'œil aussi à un réalisateur. Tu pourrais en dire un mot. C'est en quelque sorte l'outil un petit peu dont tu t'es doté pour tes propres créations, mais au-delà aussi de tes propres films, dans un contexte assez difficile pour vous, réalisateurs, pour faire exister vos films et avoir les moyens de les faire et de les montrer. Bon, je pourrais parler pendant des heures de ça, donc voilà. Juste rapidement, donc l'association Le Tempestaire, j'ai créé ça, je crois, de mémoire en 2009 avec d'autres personnes, photographes, musiciens, avec lesquels je collabore depuis pas mal de temps. Donc Le Tempestaire, c'est un film de Jean Epstein, cinéaste qualifié de breton. C'est un film qui date de 1947 pour moi c'est un film super moderne, quoi, et qui est une fiction mais très documentarisée. Donc voilà, ça croise plein de choses qui font écho à mon travail. Ce que je disais, moi je me retrouve ni dans la fiction, enfin dans le vocable fiction, ni dans le vocable documentaire. Il y a du cinéma et il y a des motifs, comme disait Tarkovsky, et c'est avec ça qu'on travaille. Alors économiquement, moi, j'ai pas trouvé le bon schéma, hein. J'ai pas trouvé le bon modèle. Depuis que je fais des films, c'est une vraie galère. J'ai tout essayé, voilà, la voie classique, la face nord, la face sud, le téléphérique. J'ai pas trouvé, et je dirais que maintenant, je l'accepte. Pendant des années, ça a été douloureux. Maintenant, j'accepte, et j'accepte de faire mes films, en fait, à l'écart, complètement à la marge du système. Donc, malgré tout, là, on va parler de l'économie du cinéma documentaire. Le système, c'est donc une réalisatrice ou un réalisateur, un producteur et de l'argent public. Voilà. Donc, l'argent public arrive, passe par le producteur, qui se paye au passage, et ce qui reste, c'est pour le film. Et ça, c'est très difficile. Donc je dirais que moi maintenant j'ai pris mon parti pris. Je ne sollicite plus, je ne cherche plus, très sincèrement, je cherche plus à travailler avec la télévision. La télévision ne veut pas de mon travail. Depuis que je fais des films, j'ai eu le temps de m'en rendre compte. Donc les producteurs ne s'intéressent pas vraiment à des cinéastes qui n'ont pas de place. Voilà. Bon. C'est un peu, je vous dis ça à l'emporte-pièce. Sur ce film-là, je me suis dit, je vais faire un film avec de l'argent public en filière courte. Donc filière courte, ça veut dire, je n'attends pas que ça vienne du haut pour redescendre à moi et au film, mais le public, c'est vous, en fait. Hein, voilà, dans le cinéma, c'est ça. Et j'ai senti que autour de cette communauté du jardin, il y avait une communauté plus large, que j'ai sollicité en disant le film je le fais pour vous, donc et on a fait le film comme ça avec très peu d'argent, mais ça change beaucoup de choses parce que d'un coup on sait pour qui on fait le film. Il
y a toujours, le public, c'est des cercles plus ou moins concentriques, mais il y a toujours un premier public, et c'est pour ce public-là, les 256 personnes qui ont amené leur contribution financière au film, c'est pour ces gens-là, j'ai une liste de noms, ça change tout, c'est pas un public lambda, c'est pas comme à la télé, on dit qui a vu le film, on sait pas, voilà. Et c'est comme ça que j'ai fait le film, et ça a été possible parce que aussi c'était pas trop loin, parce qu'on était hébergé sur place, voilà. Mais je peux pas dire que j'en fasse un modèle définitif. Pour ce film-là, c'est comme ça que ça s'est fait. Je sais pas si je suis... Oui, mais en effet, vaste sujet. Sur ton film, on aurait pu parler aussi du son, de la musique. Malheureusement, on n'en a pas le temps. Je termine juste, mais ça va avec ce que tu me dis, ce que tu viens de dire. Tu disais que tu as... Mais tu ne vas pas nous expliquer plus, hein, mais tu me disais qu'avec Xavier Arpineau, toujours le même, vous avez déjà démarré un peu un nouveau projet de film dans le nord du Portugal. Et tu m'avais dit, dans ton message, tu avais dit affaire à suivre, entre parenthèses, sans empressement. Et ça te ressemble bien. Et voilà, bonne chance pour ce prochain film, mais surtout, longue vie au Jardin de la Laiterie. Merci beaucoup, merci beaucoup.